Bonjour, bienvenue dans ce cours sur Symfony 3. Ce chapitre est consacré à quelques rappels sur PHP et dans cette séquence, je brosserai un rapide panorama des méthodes magiques. Dans un premier temps, je réexpliquerai quel est le rôle des méthodes magiques à l'intérieur des classes en PHP 5 et ensuite, je montrerai des exemples d'utilisation de chacune de ces méthodes. Après les classes, je voudrais maintenant brosser un rapide panorama des méthodes magiques, qui sont ces fonctions implicites reconnues par toutes les classes PHP et qui permettent de modifier le comportement par défaut des objets ou de répondre à certaines attentes du noyau de PHP. Les méthodes magiques, vous en connaissez au moins une, qui est le constructeur construct, qui permet d'instancier un objet à partir d'une classe, de personnaliser cette procédure d'instanciation. Mais voyons quelles sont les autres possibilités offertes par ces méthodes magiques. Pour cela, je vais considérer la classe livre que j'avais définie tout à l'heure et à laquelle j'ai ajouté une nouvelle propriété data qui est un tableau vide pour l'instant. Je vais m'arrêter sur ces deux méthodes set et get dont le rôle est d'affecter des propriétés de l'objet qui est instancié à partir de la classe livre. La méthode set que vous avez ici accepte deux paramètres, deux arguments, une clé et une valeur, et son rôle va être d'affecter une propriété de l'objet avec la valeur en question, sans que cette propriété soit explicitement définie dans le squelette de la classe. Par exemple, une méthode simple peut être d'utiliser un tableau que j'appelle ici data, et ce tableau va être associatif, et nous allons associer à la clé du tableau data la valeur que nous avons passée en paramètre. La méthode get fonctionne exactement en sens inverse. À partir du moment où nous fournissons une clé, qui est donc une propriété de notre objet, une propriété non définie explicitement, nous allons pouvoir récupérer une valeur associée à cette clé. Dans mon exemple, ici, la clé correspondra à une entrée du tableau associatif data. L'avantage, c'est que nous pouvons ici continuer à utiliser la syntaxe objet. Je définis une instance livre de ma classe et ensuite vous voyez que ici je vais affecter une propriété type avec une certaine valeur, mais que cette propriété n'est absolument pas définie ici dans la liste des propriétés par défaut connues de la classe livre. Et puis, une fois que j'aurai affecté cette propriété, eh bien, je vais l'afficher en utilisant juste cette syntaxe $livre-flèche type. La première ligne utilisera la méthode set, la seconde ligne utilisera la méthode get. Exécutons ce code. Et maintenant, vous voyez que j'ai bien les deux messages auxquels je m'attends. Une définition de la propriété type avec la valeur infolio, ça c'est pour le set, et récupération de la valeur de type qui est infolio avec la méthode get. Un deuxième groupe de méthodes magiques maintenant correspond à isSet et unset qui sont utilisés comme vous pouvez le penser avec la fonction PHP unset et la fonction PHP isSet. Par exemple ici, pour isSet, je vais interroger mon objet pour savoir si la propriété name est définie. Et vous voyez que
dans le corps de ma méthode, je vais de la même manière interroger ce tableau associatif data pour savoir si il connaît une clé name. Et si c'est le cas, il me répondra oui. Si ça n'est pas le cas, il me répondra non. Quant à unset, si je fais un unset sur ma propriété, par exemple, je m'attends à ce que PHP m'affiche le message suivant, que la clé name a été effacée et que eh bien, j'ai procédé ici à le unset que j'ai programmé. Donc, je vais enlever cela pour l'instant. Je vais décommenter ici les trois lignes. J'affecte la propriété type de mon objet livre. Je regarde si la propriété type existe. Ensuite, je vais effacer cette propriété type à nouveau. Et ensuite, je vais de nouveau demander si cette propriété existe. Donc, j'ai bien ici le message initial qui me dit que j'ai défini la propriété type de manière dynamique, donc, et que je lui ai accordé la valeur infolio. Je demande ensuite si la propriété type est définie. Eh bien, l'objet me répond que oui. Ensuite, troisième phase, j'efface la propriété type. Et maintenant, si je pose de nouveau la question à mon objet de savoir s'il connaît cette propriété, il me répond que non. Nous avons là donc un mécanisme qui permet très facilement de construire des propriétés dynamiques à l'intérieur des objets et d'avoir la possibilité évidemment de faire des traitements aussi complexes que on le souhaite à l'intérieur de ces propriétés et à l'intérieur de ces méthodes magiques. Troisième groupe de fonctions, c'est les méthodes call et call static. De la même manière que nous avons vu que les objets pouvaient reconnaître des propriétés qui n'étaient pas définies dans la classe avec get et set, nous allons pouvoir avec call et call static faire référence à des méthodes qui ne sont pas définies dans la classe que nous considérons. Ici, de la même manière que dans set, eh bien, j'avais une propriété et une valeur. Ici, je vais avoir pour call le nom d'une fonction et un certain nombre d'arguments. Et par exemple, ici, je vais lui dire simplement que je veux afficher qu'une méthode qui s'appelle name a été appelée avec un certain nombre d'arguments. Ça, ce sont donc call concerne les méthodes d'objets et nous avons le pendant exact avec call static qui concerne les méthodes de classe. Donc je vais commenter de nouveau ces lignes et je vais décommenter les lignes qui concernent ce que je viens de vous expliquer. De nouveau, cette ligne ici n'est plus vraiment indispensable, mais vous voyez que je vais faire référence à une méthode ici fonction x et une méthode fonction s qui n'ont absolument pas été définies dans mon squelette de classe. Si j'exécute ce code maintenant, j'ai toujours ma première ligne ici qu'on le retrouve et vous voyez que la méthode magique call a bien été appelée et qu'elle m'affiche le message que la fonction x est exécutée avec l'argument hello. Et de la même manière,
pour la méthode de classe, j'ai bien un appel avec la fonction s et de nouveau l'argument ici que nous lui avons passé. Donc évidemment, ces méthodes call et call statique peuvent avoir énormément d'applications, notamment pour vérifier la validité d'un certain nombre de traitements et associer avec les variables de PHP ou les fonctions variables, on peut entrevoir une infinité de cas d'utilisation possibles. Groupe suivant, nous avons les méthodes wakeup et sleep, sleep et wakeup. Ces méthodes sont utilisées lorsque vous linéarisez les objets, c'est-à-dire lorsque avec sleep vous utilisez la fonction serialize et pour wakeup lorsque vous utilisez la fonction unserialize. Donc pour sleep, vous allez pouvoir exécuter un certain nombre de traitements précédemment à la linéarisation de votre objet et vous aurez ici à retourner un tableau qui contient les propriétés de votre objet que vous souhaitez conserver. De la même manière ou de la manière inverse, lorsque vous voudrez délinéariser votre objet, vous pourrez décrire cette fonction wakeup qui fera certains traitements préliminaires et notamment par exemple ça peut être la restauration de certaines valeurs de votre objet ou de certains liens. On pense par exemple aux liens avec une base de données. Donc voilà. Ici, je vais sérialiser mon livre et vous voyez que ici, donc j'ai toujours mon premier message et qu'ensuite j'ai ma version linéarisée de l'objet livre. Si maintenant je fais un unserialize de serialize de livre, donc si je fais l'opération inverse, eh bien j'ai la même chose. Enfin, d'autres méthodes qui peuvent être également intéressantes, la méthode toString qui vous permet de définir le comportement de votre objet lorsqu'il est passé à une fonction qui attend une chaîne de caractères, typiquement la fonction echo. Donc si je décommente ici ma fonction echo, je vais enlever, non je ne vais pas l'enlever, je vais laisser ça comme ça. Vous voyez que si j'utilise la fonction echo sur mon objet, j'ai maintenant une chaîne de caractères qui me dit que c'est un livre et que le titre de ce livre est à la recherche du temps perdu. Donc ça permet d'éviter un certain nombre d'erreurs et de pouvoir utiliser l'objet dans un certain nombre de contextes de chaînes de caractères. Avant-dernière chose, vous avez aussi la possibilité d'utiliser la méthode invoke et par ce biais d'utiliser votre objet comme une fonction et de lui passer des paramètres. Vous voyez ici j'ai un $livre et entre parenthèses hello et dans ce cas-là invoke va être activé, donc l'objet est déterminé comme étant callable, comme on dit, et votre invoke ici va simplement m'afficher cette chaîne de caractères disant que mon objet a été invoqué avec la valeur x. Voilà, et voilà, invocation avec la valeur hello. Là aussi, ça peut permettre un certain nombre d'applications intéressantes.
Et enfin, dernière méthode que nous verrons pour aujourd'hui, c'est la méthode clone qui est, elle, très importante puisqu'elle vous permet de faire des copies de vos objets. Je vous rappelle que lorsque vous faites quelque chose comme ça, je vais dire $autre livre égale $livre, en fait vous ne faites pas une copie de l'objet $livre, mais vous faites un alias, c'est-à-dire que les deux variables ici pointent vers le même objet. Donc si je modifie livre, je modifierai aussi autre livre. Donc pour avoir une vraie copie de mon objet livre, il faut que je fasse un clone, avec donc la fonction clone. Cependant, la fonction clone a un usage relativement limité parce qu'elle ne fait une copie que des propriétés scalaires de notre objet. Ici, vous voyez que par exemple, titre, page, éditeur, traduction, data, tout cela ce sont des propriétés scalaires, c'est-à-dire des chaînes de caractères, des nombres, ici éventuellement des tableaux, mais que par exemple auteur n'est pas un scalaire puisque c'est un objet du type standard class. Et donc clone va faire une copie de toutes ces propriétés, mais elle va faire un alias sur cet objet auteur. C'est-à-dire que l'auteur de mon objet, ici livre, et l'auteur de mon objet clone seront en fait le même objet. Pour éviter cela, quand on fait le clonage d'un objet, il faut répéter cette opération de manière récursive, si on veut avoir vraiment deux copies complètement séparées. Et c'est ce que je fais ici, vous voyez, à l'intérieur de ma méthode magique clone, je dis attention, l'auteur est un objet, donc il faut lui aussi le cloner de manière récursive. Et si j'affiche mon objet, eh bien maintenant, voilà, j'ai ici l'objet en question qui contient un auteur qui est séparé et puis toutes les informations, titre et notamment ici mon tableau data auquel j'ai affecté une clé type qui contient la valeur infolio. Voilà donc brossé un panorama assez rapide, j'en conviens, de ce que l'on peut faire avec les méthodes magiques de PHP. Il en manque une que nous allons voir très bientôt, qui est la méthode autoload, qui est une méthode magique spéciale qui ne concerne pas à proprement parler les instances des objets, mais qui concerne le modèle de chargement des classes de PHP lui-même. Voilà, cette session est terminée. Je vous ai expliqué quelle était la fonction des méthodes magiques dans PHP. Et ensuite, je vous ai simplement montré quelques exemples d'utilisation très simples de ces méthodes à l'intérieur des classes. Dans la prochaine session, je reviendrai sur une notion très importante dans les versions récentes de PHP, à savoir les espaces de nom. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.